bienvenue à cette nouvelle webconférence pour débuter l'année, que nous vous souhaitons une belle année avec plein de moments de partage avec vos proches et des moments de joie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette webconférence donc dédiée aux proches aidants. Alors, les proches aidants en France, les chiffres que j'avais vus, mais nos interlocuteurs confirmeront, étaient qu'il y avait 11 millions, toutes pathologies confondues, et 5 millions notamment en oncologie et en hématologie. Donc, vous êtes nombreux et on le voit aujourd'hui avec l'ampleur de ces webconférences et des inscrits. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment une webconférence qui vous est dédiée. Pourquoi et comment prendre soin de soi. On donne souvent cet exemple de l'avion où quand on nous dit que quand l'avion va avoir des problèmes, il faut d'abord se mettre son masque à oxygène avant d'aider la personne à côté, parce que si on manque d'oxygène, c'est compliqué d'aider. Donc aujourd'hui, pour tout ça et tous ces conseils, nous allons être accompagnés par l'équipe du Centre Léon Béarard, qui sont tous les deux dans le même bureau. Bonjour. Donc avec Madame Bouffet. Bonjour Madame Bouffet. Donc vous êtes coordinatrice du parcours aidant dans le Centre Léon Béarard. Et Mathieu Malatier. Bonjour Monsieur Malatier. Vous êtes psychologue du parcours notamment aidant. Et merci à tous les deux pour nous partager avec vous ce pilote, je ne sais pas si on peut l'appeler pilote, sur le Centre Léon Béarard. Merci infiniment. Et donc Laure, je te laisse la parole. Alors, quelques mots effectivement pour vous souhaiter une bonne année et bienvenue à cette deuxième webconférence Mon Réseau Cancer Proche. Déjà, je voudrais dire vraiment merci à chaque personne inscrite, parce que quand on est malade, nos proches, nos aidants sont des piliers absolument essentiels de notre soutien. Et voilà, aux différents moments du parcours, c'est compliqué et on a tellement besoin de vous d'abord, donc un immense merci. Et qui fait écho à tout ce que les patients de nos réseaux patients disent au quotidien et partagent. Alors, dans notre association Patients en Réseau, on a toujours eu dans nos réseaux une place pour s'inscrire en tant que proche aidant. Mais auparavant, c'était organisé par réseau. Donc, on était l'aidant sur mon réseau cancer du sein ou du poumon, etc. Et l'année dernière, donc à l'occasion de cette grande refonte technique qui nous a amené à lancer la nouvelle plateforme Mon Réseau Cancer, on a donc pu se dire que finalement, pour les proches, justement, pour les proches aidants, c'était plus intéressant, plus utile et probablement plus adapté de faire un seul réseau social où donc vous pouvez vous retrouver, quel que soit le type de cancer de la personne malade que vous accompagnez ou que vous avez accompagné. Et du coup, on peut se retrouver entre hommes, entre femmes, entre filles de malades, entre sœurs de malades, entre conjoints, etc. Et on peut aussi retrouver des groupes dédiés à tout le monde accompagne quelqu'un qui a un cancer du poumon, ou tout le monde accompagne quelqu'un qui a un cancer du sein, etc. Donc, c'est un peu les premiers pas de ce réseau. On voit qu'il y a quand même tous les jours des nouveaux inscrits, qu'il y a des échanges. Ce qui nous touche aussi énormément, c'est que ça nous permet de voir, de commencer à entrevoir qu'il y a vraiment des temps clés dans le parcours pour les proches aidants, où eux-mêmes ont besoin d'informations et probablement de soutien. Et c'est en travaillant et en écho avec notamment Françoise, qui est très, très active dans l'accueil et les premiers pas de ce réseau, Mon Réseau Cancer Proche, qu'on a découvert en fait le programme pilote du Centre Léon Béarard. Et on a même d'ailleurs une de nos premières utilisatrices de Mon Réseau Cancer Proche qui a elle-même bénéficié de cet accompagnement proche aidant. Et ça nous a interpellés en disant, mais finalement, quand on est le mari, la femme, la fille, on ne se dit pas forcément qu'on a besoin d'aide. Ce n'est pas du tout évident. On ne sait pas forcément d'ailleurs de quoi on a besoin. On se sent parfois d'ailleurs pas toujours si écouté que ça, ou pas tellement à sa place entre le patient et l'équipe de soins. Et finalement, l'idée même qu'il y ait une consultation possible nous paraissait presque quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, aujourd'hui, donc, cette webconférence, elle est dédiée pour vous. L'équipe donc, de Clémence et Mathieu va nous présenter en fait ce programme que vous avez mis en place à Léon Béarard et qui a de belles perspectives. Et on vous propose donc tout au long de cette première partie un peu d'intervention
de réagir, de poser vos questions dans l'onglet questions. Et on aura vraiment un temps d'échange pour vous écouter et tous ensemble apprendre et essayer de faire mieux pour vous soutenir parce que vous nous soutenez tous les jours au quotidien et c'est vraiment précieux. Voilà, donc je vais laisser la parole à Clémence et Mathieu et très bonne conférence. Merci beaucoup. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? Enfin, vous nous entendez bien? Hop, je regarde juste pour passer. Oui, je pense qu'elle a été mise à la fin, il fallait la remettre au début. Je suis désolée. Hop, là, on repart du début, c'est quand même mieux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Clémence Bouffet, je suis infirmière de formation. Effectivement, depuis 2022, je participe à la coordination du parcours d'accompagnement et de prévention pour les aidants qu'on a mis en place au Centre Léon Bérard à Lyon, donc un centre de lutte contre le cancer à Lyon. Et moi, je suis Mathieu Maletti, je suis psychologue et du coup, je travaille au Centre Léon Bérard depuis plus de 2 ans et sur le parcours aidant depuis 2 ans tout pile, on va être honnête avec vous, donc depuis 2 ans, voilà. Et donc, je travaille avec Clémence depuis 2 ans. Et effectivement, on va vous présenter assez rapidement ce qu'on propose ici, mais l'idée, c'était aussi dans cette intervention d'essayer de comprendre pourquoi il était important de prendre soin de vous aussi, les aidants. Comme le disait Laure tout à l'heure, vous êtes des personnes, vous êtes des piliers vraiment dans l'accompagnement et la prise en charge du patient. On vous sollicite beaucoup, nous les soignants, pour faciliter la prise en charge du patient à domicile notamment. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il y a encore des choses à faire pour aussi vous accompagner dans tout ce que cette situation d'être aidant peut avoir comme impact sur vous. C'est pour ça qu'on voulait dans un premier temps aussi refaire un peu le point sur être proche aidant d'un patient atteint de cancer, quels peuvent être les impacts. Hop. Alors, pour reprendre les chiffres, effectivement, pour remettre un peu dans le contexte, parce que je ne sais pas si tout le monde les a un peu en tête, mais effectivement, il y a environ 11 millions de proches aidants en France, tout type de pathologie confondue de l'aider. Et en cancérologie, l'Observatoire sociétal des cancers, en 2016, avait pu, lors d'une enquête, identifier qu'il y avait environ 5 millions de proches aidants en cancérologie, soit à peu près une personne sur 10 en âge d'aider. Et ces personnes qui aident au quotidien une personne en perte d'autonomie du fait de la maladie, c'est aussi des personnes qui partagent finalement l'expérience du cancer avec le patient. Alors, en fonction des enquêtes qu'on trouve, il y a des chiffres qui peuvent un peu différer, mais de manière générale, en cancérologie, les aidants sont surtout des aidantes. Et ça se retrouve aussi au niveau de la population générale des aidants. Sur le dernier baromètre de l'Institut national du cancer, l'âge moyen, il y avait 60% en tout cas des proches aidants qui avaient moins de 50 ans. Et plus de 2 tiers aussi qui sont en activité professionnelle. Et alors, ces aidants, c'est majoritairement des membres de la famille. Et pour 2 tiers aussi d'entre eux, un peu plus, ils vivent avec l'aidé dans le même domicile. Voilà, l'aide qu'ils apportent, pour 3/5, c'est une aide qui dure depuis plus d'1 an, et pour 1 tiers de ces répondants, c'est aussi une aide qui dure depuis plus de 5 ans. Donc, c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est qu'en cancérologie, être aidant en cancérologie, c'est aussi un parcours qui va être sur la durée, qui ne va pas toujours être de la même intensité ou nous amener à faire face aux mêmes difficultés, mais en tout cas, voilà, le parcours de soins en cancérologie, c'est souvent un parcours assez long, et donc pour les dents aussi, voilà, ça peut avoir des impacts par rapport à ça. Ça, cette diapositive, c'est juste pour vous expliquer que, pareil, l'Observatoire sociétal des cancers avait identifié différents profils d'aidants, parce que des fois, c'est difficile quand on est dans une situation de dire, mais est-ce qu'on est vraiment un aidant? Finalement, j'aide, mais pas tout le temps, etc. Et peut-être en tout cas, c'est un schéma qui nous aide, nous, les professionnels, à identifier des profils qui seraient plus à risque d'épuisement. Et notamment, voilà, on peut identifier les profils d'aidants qui sont des aidants uniques, donc qui interviennent seuls dans la situation d'aide, et donc qui sont plus à risque d'épuisement, effectivement, et qui, dans la majorité des cas, vivent au même domicile que l'aidé. Et on a aussi les aidants principaux, c'est-à-dire ceux qui amènent de l'aide principalement aux proches aidés, mais qui peuvent être de temps en temps soutenus par d'autres personnes. On va dire que ces 2 profils, c'est les profils
Parce qu'ils apportent un temps d'aide important et de manière fréquente et régulière, ils sont plus à risque d'avoir un impact sur leur santé globale, on va dire. Et après, on peut être aussi aidant secondaire, c'est-à-dire apporter de l'aide en soutien à l'aidant principal, mais avoir un rôle actif à jouer, et ça peut entraîner aussi des besoins, un besoin d'accompagnement. Et on peut être aussi aidant occasionnel, et quelle que soit sa place, en tout cas, on a un rôle à jouer, et on peut avoir besoin à un moment d'être accompagné ou d'avoir des réponses à certaines de nos questions, etc. Tout ça pour dire que finalement, peu importe, c'est pas, nous on réfléchit pas en temps d'aide apportée ou quoi, on essaye plutôt d'imaginer comment l'aidant est entouré et quel est l'environnement autour du patient, et est-ce qu'il est plutôt isolé, est-ce qu'il porte plutôt seul l'accompagnement, ou est-ce qu'il est soutenu par d'autres personnes. Alors, en cancérologie, et ce qu'on retrouve dans d'autres pathologies, bien sûr, mais ce qu'a pu mettre en évidence le baromètre de l'Institut national du cancer, qui a été donné en décembre 2024, c'est que les aides apportées, elles sont de trois types principalement. Alors, il revient toujours le soutien moral, effectivement. Alors là, dans cette enquête-là, il y avait 74% des répondants qui déclaraient apporter un soutien moral, de l'écoute, et qui sont là aussi qui sentent qu'ils ont un rôle de rassurer leurs proches tout au long du parcours de soins. Ils apportent une aide aussi dans l'organisation et la coordination des soins. Alors ça va être par exemple la surveillance du patient à domicile, surveiller certains symptômes, pouvoir alerter l'hôpital si besoin, organiser les rendez-vous avec les professionnels de santé, les prestataires, apporter une aide pour les soins directement, ou la prise des médicaments, pour aussi la gestion des effets secondaires. Donc ça, c'est vraiment en lien direct avec ce qu'impose la maladie aux patients et aux proches. Et une aide aussi dans la vie quotidienne, parce que dès lors qu'on a une personne, par exemple dans un couple, où on s'occupait à deux du quotidien de la maison, etc., quand il y a une personne malade qui a des traitements lourds, qui peut entraîner de la fatigue, des douleurs, etc., ces tâches-là qui étaient avant réparties à deux, elles vont être davantage portées par l'aidant, qui va prendre la responsabilité des tâches domestiques, des courses, et qui peut aussi être aidé à la toilette, à l'habillage et au repas. Dans cette aide à la vie quotidienne, il y a aussi une place importante à l'aide administrative, alors que ce soit en lien avec la vie courante, payer les impôts, régler les factures, mais aussi tout ce qui est création, rédaction de dossiers administratifs en lien avec la maladie et les demandes d'aide spécifiques à la maladie. Donc, on voit déjà que ça fait pas mal de responsabilités et de charges qui arrivent. Être proche aidant, on le sait, et je ne vous apprends rien à ce niveau-là, je pense, c'est que être proche aidant, ça va amener beaucoup de bouleversements et beaucoup de répercussions au quotidien. Alors là, on a présenté les choses un petit peu de manière sphérique, avec des cercles concentriques pour que ce soit un peu plus simple, mais évidemment, être aidant, bien souvent, et c'est ce qu'on a dit plus tôt et qu'on va décliner au fur et à mesure du temps, ça vient impacter d'emblée la santé psychique et la santé psychologique. Donc, dans ce cadre-là, on peut parler évidemment de la question du moral, la question du stress, la question de l'anxiété. Évidemment, parfois, ça peut aussi amener des bouleversements au niveau de la santé physique, on le déclinera par la suite. Ça peut entraîner aussi des répercussions, notamment les répercussions du fait de la maladie, avec tout ce que ça implique au niveau de la vie familiale, que ce soit au niveau de la vie conjugale, au niveau des fratries, au niveau des frères et sœurs, au niveau des fois de la vie et de la relation avec ses propres parents. Ça va avoir des conséquences au niveau professionnel, alors au niveau des études, quand on va être par exemple pour des jeunes aidants notamment, mais aussi au niveau professionnel. Et puis, ça va avoir des conséquences au niveau de toute la sphère sociale, finalement, aussi bien dans notre rapport à soi, évidemment, ça vient nous toucher soi, alors évidemment, le patient en premier lieu, mais nous aussi en tant qu'aidants, mais aussi, ça va venir toucher le rapport aux autres et tout ce qui implique la vie sociale. Après, on avait fait un petit point aussi, parce que souvent, on pense beaucoup aux aspects négatifs, en fait, qui viennent impacter l'aidant dans ce contexte de la maladie, mais parfois, on trouve aussi des aspects entre guillemets un peu plus positif aussi, c'est-à-dire que être proche aidant, parfois ça amène aussi un sentiment d'utilité qui dans nos vies de tous les jours est parfois le bienvenu, parce que ce qui est difficile dans nos vies, c'est parfois de se sentir utile, et on a bien souvent l'impression de ne pas se sentir utile. Donc parfois,
aussi bien dans un couple, aussi bien dans ses relations avec ses parents, aussi bien avec ses frères et sœurs en fonction de qui est impacté par la maladie, mais parfois, ça nous donne la sensation d'avoir un rôle à jouer, et donc du coup, on en ressent, on en éprouve une forme de satisfaction personnelle, en tout cas quelque chose lors d'une gratification narcissique parfois, et c'est important de se le dire parce que on trouve tout d'un coup un rôle, une place aussi dans son système familial et dans son système familial. Parfois aussi, la maladie, ça vient resserrer les liens au niveau familial, ça vient renouer les relations, parfois où justement, au fil du temps, les choses sont très à distance. Parfois, ça vient nous permettre de se retrouver d'une autre manière, évidemment, mais permettre de se retrouver, de recréer du lien. Et parfois aussi, ça permet de ressensibiliser certains comportements ou attitudes par rapport à sa propre santé. Ça peut être de reprendre des suivis médicaux, ça peut être parfois arrêter certaines consommations à risque, que ce soit tabac, alcool ou autre. Ça permet en tout cas parfois aussi une amélioration des comportements liés à sa propre santé. Et là, on avait mis un petit peu en chiffres, toujours en reprenant les données du récent baromètre, mais c'est ce que j'ai dit un petit peu plus haut, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, que dire qu'en général, un des impacts premiers qui est reconnu, c'est celui sur la santé psychique ou psychologique, avec un impact évidemment sur le moral, l'anxiété, le stress. On l'a dit aussi, mais toute la santé physique est impactée aussi. Alors, en premier lieu, on pense souvent à la question du sommeil, c'est ce qui revient en tout cas ici, et c'est vrai, forcément, on a des préoccupations, on a plus de stress, du coup, le sommeil est impacté, on a peur pour ce qui peut arriver à notre proche, évidemment. Ça va impacter aussi la forme physique. Alors, quand on dit forme physique, évidemment, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, parce que le parcours des dents est un parcours épuisant. Le parcours de la maladie est un parcours épuisant déjà pour le patient, mais du coup, pour le proche, il se retrouve aussi pris dans ce parcours-là, et c'est quelque chose d'assez éreintant, épuisant, quelque chose de demandeur, et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de forme physique. Et là, ça vient aussi impacter à bien des niveaux la vie sociale, on a dit, avec moins de sorties, moins de loisirs, mais aussi tout un tas d'autres éléments qui peuvent impliquer la vie sociale. Et évidemment, parfois, et c'est vrai qu'à des moments donnés, c'est tellement demandeur la prise en charge de la maladie que certains sont amenés à arrêter leur activité professionnelle. Et alors, ce n'est pas que certains, finalement, ici, on n'a que 10 personnes qui ont dû arrêter ou adapter, mais finalement, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est finalement beaucoup de proches aidants que je retrouve à rencontrer où on est contraint à minima d'adapter le temps d'activité professionnelle ou parfois, en effet, d'arrêter. Alors, parfois, c'est pendant seulement le temps des traitements après une reprise du travail, mais en tout cas, à bien des moments donnés, ça nécessite des adaptations aussi bien au niveau de la sphère professionnelle. C'est vrai que par rapport aux besoins, on a vu les impacts et effectivement les besoins aussi qu'on peut identifier chez les aidants de patients atteints de cancer. Alors toujours par rapport à un baromètre, celui-là c'était celui de 2022 de la plateforme Cancer Contribution qui disait qu'un aidant sur deux considère que si c'était possible, un soutien dans leur rôle d'aidant serait nécessaire, voire indispensable pendant le parcours de soins du patient. Nous, en 2021, avant de mettre en place le parcours aidant au Centre Léon Bérard, on avait aussi interrogé les proches aidants du CLB. On avait 351 répondants à notre questionnaire. Et ce qui ressortait principalement dans les besoins, c'était d'avoir un temps de formation et d'information sur le cancer, d'avoir également un espace qui leur soit dédié, où ils peuvent se rencontrer, d'avoir du temps pour prendre soin de soi. Ça veut dire avoir des dispositifs qui permettent de prendre le relais, soit à domicile, soit à l'hôpital, mais aussi pour avoir du temps pour soi. Et puis, la moitié des répondants souhaitaient aussi avoir un soutien psychologique. Et on était allé un petit peu plus loin parce que par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, on avait questionné aussi les aidants. Si jamais on mettait en place des consultations, notamment une consultation plutôt d'accompagnement psychosocial, est-ce qu'ils seraient intéressés pour en bénéficier? Et là, il y avait 44% qui disaient qu'ils seraient intéressés. Et on souhaitait mettre en place aussi une consultation dédiée à la prévention, en fait, directement la prévention du cancer. Et là, ils étaient 42% à dire qu'ils souhaiteraient en bénéficier si c'était mis en place. De manière plus générale, et là encore le baromètre de l'Institut national du cancer, c'est ce qui ressort de ce baromètre, les besoins généraux en fait identifiés chez les aidants de patients atteints de cancer,
Eh ben, il y en a 4 principaux. Le premier, c'est se reconnaître aidant. En fait, parce que 37% quand même ne se reconnaissent pas comme tel. Et c'est vrai que dès lors qu'on ne se reconnaît pas aidant, c'est plus compliqué ensuite de pouvoir bénéficier des dispositifs qui leur sont dédiés. Et ça, voilà, la reconnaissance, elle va pouvoir se faire de différentes manières, mais c'est aussi notre rôle, nous, professionnels de santé, d'aller sensibiliser les autres professionnels de santé à cette question de l'aidant pour pouvoir aussi aider les personnes à se reconnaître dans cette situation. Une fois qu'on se reconnaît, on peut identifier qu'il y a des besoins et puis se permettre de s'autoriser, on va dire, à demander de l'aide. Et en lien avec cette reconnaissance, il y a du coup aussi avoir une meilleure connaissance et un accès aux aides ou aux offres de soutien qui sont présentes, parce que c'est vrai que sur l'ensemble du territoire national, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent accompagner les aidants, qui ont des dispositifs vraiment dédiés. Mais c'est difficile des fois de les trouver, de savoir où les chercher, de savoir par où commencer pour demander de l'aide. Et ça, c'est aussi à nous sur le territoire, à nous professionnels de santé aussi, de faciliter ces accès-là et de pouvoir orienter. Et donc, une fois qu'on a une meilleure connaissance, on peut aussi être accompagné pour savoir comment s'organiser, mieux anticiper certaines difficultés, et trouver aussi les besoins, c'est de trouver des dispositifs qui soient adaptés aussi à votre quotidien et qui soient assez souples ou en tout cas qui soient agiles, en tout cas, qui s'adaptent plus facilement à vos besoins. On en parlait tout à l'heure par rapport aux aidants qui sont en situation professionnelle. C'est effectivement mieux connaître les droits et puis avoir des droits pour mieux concilier vie professionnelle et vie d'aidant. Donc, soit par des compensations financières suffisantes si on est en arrêt, soit pour aménager l'activité de manière plus ajustée avec les contraintes que demande la maladie, les rendez-vous médicaux, etc. Et puis, le quatrième grand besoin, c'est une meilleure identification, une meilleure reconnaissance des aidants au sein des hôpitaux, notamment, en tout cas dans le parcours de soins du patient. Par exemple, être directement contacté et identifié comme aidant, et ce qui permettrait la mise en place d'un accompagnement, une mise à disposition d'informations. Et puis être reconnu aussi comme proche aidant en tant que véritable acteur du parcours patient par les équipes soignantes. C'est vrai que à domicile, il y a vraiment un travail en prise en charge globale, on va dire, par les libéraux du patient et de l'aidant qui se trouve à domicile. À l'hôpital, des fois, c'est un peu plus compliqué dans certains services, avec certaines équipes, de trouver sa place, de se sentir intégré, à la fois de pouvoir faire des choses ou au contraire pouvoir déléguer des choses. Ça, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire avec les professionnels pour savoir comment intégrer les aidants un peu mieux dans l'accompagnement lors des hospitalisations. Pour ce qui est des spécificités de l'aidant en onco et en cancérologie, si on prend un petit peu l'aspect historique, en effet, la population des aidants en cancéro, elle est historiquement et culturellement moins présente par rapport à celle qu'on pourrait dire des aidants de personnes âgées, en situation de démence ou autre, ou des aidants de personnes en situation de handicap. Donc là aussi, c'est tout le travail ici, nous, dans notre institution, mais à bien d'autres endroits, et c'est vraiment des questions de santé publique, là, de vraiment identifier et reconnaître la question d'être aidant d'un patient suivi en cancérologie. Parce qu'en effet, il y a quand même des spécificités dans cette question d'être aidant en cancérologie. Alors, on en a listé quelques-unes, mais il y en aurait bien d'autres il faudrait un temps de dingue peut-être pour le développer davantage. Mais en tout cas, dans la clinique ici, je trouve que l'annonce du diagnostic, c'est déjà quelque chose souvent de difficile pour l'aidant, difficile pour tout un tas de personnes, mais notamment pour l'aidant, parce qu'il y a une entrée qui est souvent assez brutale dans la maladie et donc dans l'aidance. Il y a souvent quelque chose, et c'est souvent quelque chose qui est énoncé, qui est partagé, ou comme si le ciel nous tombait sur la tête. Il y a des phrases comme ça qui reviennent, on s'y attendait vraiment pas, et évidemment, et du coup, d'emblée, il y a quelque chose qui demande une suradaptation, qui demande de faire face à des mécanismes de défense assez importants. L'autre chose qui est aussi singulière de ce parcours de soins-là, c'est que c'est un parcours qui est souvent très médical, très technique,
qui demande là aussi beaucoup d'adaptation parce qu'il faut entre guillemets, il faut se faire avec un jargon qui est très médical, qui, suivant les professions de chacun, mais qui nécessite du coup de se faire avec un vocabulaire qui est différent, avec du coup une organisation des soins qui est complètement différente de ce qu'on peut penser de notre quotidien. Donc du coup, ça nécessite là encore beaucoup d'adaptabilité pour l'aidant. En plus de ça, il y a une multiplicité des acteurs dans le parcours de soins. Il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup de spécialités aussi. On va faire appel ici à pas mal d'acteurs en fait dans le parcours de prise en charge. Et de plus en plus, si en plus la maladie a tendance à se chroniciser, et du coup, c'est difficile parfois. C'est assez désarmant de se repérer et de savoir quel médecin est dans quelle prise en charge, quelle est la spécialité de chacun. C'est assez parfois difficile de se repérer. Aussi, mais ça fait le lien aussi, c'est que voilà, souvent la question du cancer, c'est aussi, ça dépend des situations évidemment, mais c'est souvent une situation nouvelle, c'est une expérience nouvelle, et du coup, ça va générer beaucoup de choses, ça va générer des angoisses, ça va donner souvent l'impression qu'on subit les événements, et du coup, ça va faire vivre tout un tas d'angoisses et des vécus d'impuissance, d'abandon, qui nécessitent souvent une vraie sensibilité à ça et du coup un vrai besoin d'accompagnement. Donc c'est ce que j'ai dit déjà un peu précédemment, mais que du coup dans cette idée d'une maladie qui se chronicise comme le cancer de plus en plus aujourd'hui, il y a l'idée qu'il y a différentes étapes dans la prise en charge et qui vont nécessiter une adaptation qui est perpétuelle. Avec du coup, concrètement, il va falloir organiser la vie familiale, il va falloir organiser la vie conjugale, la vie personnelle, la vie professionnelle, et ça demande une suradaptabilité presque. Qui dit des annonces, on l'a dit, il y a l'annonce d'entrée dans la maladie, mais il y a aussi toutes les annonces au cours de la maladie, annonces des fois de poursuite de traitement, annonces des résultats, et qui fait qu'il y a une espèce d'effet d'annonce répété qui crée, je trouve, un impact émotionnel fort, avec notamment une charge anxieuse assez forte. Avec moi, pour accompagner certains aidants qui évoquent beaucoup de vivre, entre guillemets, tous les 3 mois avec cette attente entre chaque scanner, PET scan, avec des périodes de mieux, et dès qu'on se rapproche du PET scan, là, l'angoisse de dire comment est la maladie, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle n'a pas évolué, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est mieux, et qui crée quand même un impact émotionnel qui est assez notable et qui nécessite en effet un accompagnement. Et de cet impact émotionnel et de ces effets d'annonce, ça amène une difficulté à se projeter. On est sur des projections assez courtes. Or, dans la vie, de manière générale, on se projette sur des projections assez longues, enfin dès que possible en tout cas. Et là, on vit une expérience où on se projette sur 2-3 mois, 6 mois en fonction des examens, et que du coup, il y a l'impression de vivre, et je l'ai noté comme ça, mais parce que beaucoup le disent ainsi, de vivre avec une épée de Damoclès. Aussi, ce qui n'est pas évident, c'est que forcément, il y a un système un petit peu de vase communicant et de miroir, c'est-à-dire ce que va vivre le patient, l'aidant, en retour, il va vivre aussi des vécus d'impuissance, des vécus de perte, de séparation, des angoisses de perte, de séparation, des deuils aussi, parce que c'est des deuils parfois sur des aspects de la vie familiale, de la vie conjugale qu'on ne peut plus faire, Et là aussi, du coup, on va avoir une évolution du moral un peu en miroir du patient et de l'aidant, même si c'est 2 êtres différents. On va avoir à un moment donné ce qu'on appelle une temporalité psychique qui est différente. C'est-à-dire que parfois, le patient va aller plutôt mieux que l'aidant, et ça arrive. Et d'autres situations où c'est l'inverse, parce qu'évidemment, on est 2 êtres différents, que ce soit l'aidant et le patient. On est traversé par des émotions parfois les mêmes, mais parfois différentes. Et du coup, qui est important de légitimer cette idée de temporalité psychique différente et se dire qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas au même endroit de la maladie, on n'est peut-être pas au même endroit de la prise en charge, et c'est OK d'en être pas au même endroit, on peut s'en parler, on peut s'en dire quelque chose, et peut-être qu'à un moment donné ou un autre, au fur et à mesure du temps, on va peut-être se rejoindre, parce que des fois, on a plus de temps pour digérer certaines annonces ou digérer certains événements. Et parfois, c'est une position qui est assez difficile à trouver pour l'aidant, et je trouve que c'est une position paradoxale qui est très dense et amenée à vivre beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, digérer aussi pas mal de choses, tout en n'étant pas le patient et tout en ne vivant pas les choses dans son propre corps. Donc, je trouve que c'est une position assez difficile à trouver, et avec beaucoup de tâtonnements et beaucoup de hauts et de bas. C'est une position assez paradoxale et difficile à vivre. Là, c'était pour récapituler, mais du coup, il y a plein d'étapes. Il y a l'annonce, il y a la phase des traitements, de surveillance, parfois récidive et parfois soins palliatifs et fin de vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais
l'idée, c'était un petit peu de rajouter un petit peu sur ce qu'on a dit avant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs étapes. Du coup, parfois, du coup, ça nécessite qu'il y a des moments, il y a des phases où on va plutôt bien, ou en tout cas, on s'adapte à cette réalité de la maladie en tant qu'aidant. On est parfois, ça arrive notamment dans la phase des traitements, où on suit les traitements, on suit ce qui est en jeu, on adapte notre vie professionnelle, la vie familiale. On est, entre guillemets, très actif. Puis parfois, il y a d'autres périodes où c'est plus compliqué, la période de surveillance parfois, parce qu'on n'a plus, entre guillemets, ce rythme de la maladie auquel on a fini par s'habituer. Et puis, on est dans cette angoisse des scanners, comme on disait, et de dire est-ce que, du coup, la maladie va revenir, est-ce qu'elle ne va pas revenir, qu'est-ce qui va se passer. Et parfois, c'est des phases, finalement, où on se dit que ça va aller mieux, et sur des aspects, ça va mieux, évidemment, et sur d'autres, des fois, ce n'est pas évident à gérer, parce qu'on a toujours cette peur ou cette épée de Damoclès, et c'est des temporalités qui ne sont pas simples à gérer. Après, on voulait un petit peu plus spécifier la question du parcours aidant au Centre Léon Bérard et quelques éléments sur lesquels on avait… Ouais, pourquoi… Enfin, voilà. Je me permets de vous interrompre un tout petit peu, Clémence et Mathieu, parce que c'est très intéressant votre dernière slide, et franchement, je pense qu'on peut revenir et quand même aborder le point récidive, soins palliatifs et fin de vie, parce qu'on voit, nous, dans les premiers mois de Mon Réseau Cancer Proche, combien on retrouve, et d'ailleurs, je trouve que ça serait vraiment super intéressant, mais on va vous poser plein de questions après. Mais justement, il y a ces différents temps, et quand on parle rechute, maladie métastatique qui est plus ou moins compliquée, qui va se passer plus ou moins bien, plus ou moins longtemps, mais aussi quand on approche justement de la fin de vie, on voit bien qu'il y a quand même deux parcours qui se passent. C'est que le patient, la patiente, c'est un cheminement qui est propre, mais aussi de l'entourage, aller vers sa fin de vie. Mais pour ceux qui restent, on reste dans la vie, donc il faut se préparer. Et en fait, c'est un peu ce côté où ça devient un peu deux chemins côte à côte, et puis qui vont se séparer, qui vont se vivre différemment. Mais du coup, nous, on a quand même beaucoup de questions. On a beaucoup de personnes qui arrivent aussi sur ces temps-là. C'est très angoissant. On trouve peu d'infos, on trouve peu de repères. Donc, en fait, ça vaudrait le coup que vous nous donniez quand même quelques clés. Okay. Et justement, vous nous direz dans votre expérience d'accompagnement, est-ce que dans ces différentes grandes étapes, vous intervenez surtout, par exemple, sur les temps d'annonce ou de surveillance ou de fin de vie, et quand est-ce qu'en tant qu'aidant, on peut aller vers, c'est-à-dire, est-ce que s'il n'y a pas une consultation dédiée dans mon centre, finalement, vers qui je me tourne, et éventuellement, est-ce que c'est des services ou des personnes différentes dans l'établissement en fonction de ces étapes? Mais je ne voudrais pas qu'on élude cette question de la vie avec la maladie métastatique et de la fin de vie, parce qu'en fait, sur nos réseaux, c'est beaucoup de monde, et en fait, c'est beaucoup d'aidants qui sont finalement très angoissés, justement, ou qui ont besoin de clés pour se sentir moins seuls dans ces étapes-là. Merci. On peut tout à fait rentrer plus en détail, et je pense en effet que c'est important, c'est plus dans les logiques de temps que dans les logiques de contenu, parce que pour déjà répondre simplement, moi je pense pas qu'il y a un moment pour se faire accompagner, qui est vraiment un moment idéal pour se faire accompagner. Je pense que ça dépend de chacun, de comment on sent les choses et comment on vit les choses. Déjà, ça c'est important. Et de se dire que je pense que ça dépend des structures évidemment, mais qu'on peut se faire accompagner à tous ces différents moments. Parce qu'on va vivre les choses différemment et que parfois c'est l'annonce du diagnostic qui va être le plus compliqué. Parfois, ce que je disais, ça va être la phase de surveillance. Parfois, ça va être plutôt quand on va être sur les questions de fin de vie, où là, on va se dire que l'expérience va être plus débordante à vivre pour soi et on va sentir besoin d'être accompagné. C'est ce qu'on disait plutôt, avec une angoisse qui va être beaucoup plus importante. Et là, on va se dire, là, je ne peux plus gérer ça seul, j'ai besoin d'être accompagné. Donc, ça va dépendre de chacun, mais dans tous les cas, il y a forcément, selon les structures évidemment, des services, que ce soit… Alors, il y a déjà des équipes médicales avec des équipes pluridisciplinaires, que ce soit médecins, infirmiers ou autres qui sont là, évidemment, que ce soit des infirmières de coordination, que ce soit les oncologues, que ce soit des médecins de… Alors, nous, on est en centre de lutte contre le cancer, donc la question des soins de support qui sont les soins d'accompagnement, entre guillemets, en dehors de la maladie, en tout cas tout ce qui va toucher sur les à côté de la maladie, qui sont tous des référents, des psychologues évidemment, et des interlocuteurs que vous pouvez évidemment solliciter et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter en fonction des besoins. Et même si on a l'impression qu'on n'a pas un besoin énorme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les solliciter. Parce que nous, c'est notre métier de vous accompagner à tous les moments de la maladie.
évidemment, c'est assez juste de le dire, on sait évidemment que quand l'enjeu de la maladie devient plutôt métastatique et qu'on est dans des questionnements de fin de vie, évidemment, on a une sensibilité peut-être plus accrue, nous aussi. Et du coup, peut-être que, entre guillemets, on vous accompagne, on vous rencontre peut-être davantage à ces moments-là de la maladie parce qu'on le sait aussi, la question de la perte, de la mort, ça suscite évidemment des questionnements, mais surtout beaucoup d'angoisse et d'inquiétude, et à juste titre, parce que c'est une période tellement désarmante, tellement difficile, douloureuse émotionnellement et à bien des niveaux, aussi des fois familialement, parce que ça amène plein de conséquences aussi, qu'évidemment, c'est plutôt dans ces temporalités-là qu'on a l'habitude de rencontrer des aidants, mais ça peut être en tout début, il n'y a pas forcément de temporalité, ça c'est important de le dire, qu'elle dépend de chacun, mais que du coup, évidemment, si on revient sur ces temporalités de récidive ou en tout cas de fin de vie, qui sont deux choses différentes, récidive, ce qui est difficile, c'est vraiment cette sensation de retour de la maladie, avec évidemment souvent une composante anxiogène, et évidemment avec l'idée de se dire mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de la maladie? Est-ce que du coup, si la maladie revient, ça veut dire que c'est fini? Ça fait vivre ce genre de représentation, de projection, avec une peur de risque d'échec. Et du coup, il y a aussi l'idée d'un épuisement parce que souvent, on est passé par des phases, par les premières phases déjà, on a déjà beaucoup donné, on a déjà beaucoup accompagné, de se dire que parfois, on va devoir de nouveau arrêter le travail ou on va de nouveau faire appel à nos ressources internes. Quand je dis ressources internes, à notre adaptabilité, et de se dire, il va falloir revenir à cette étape-là. Oh mon Dieu, mais tout sauf ça. Enfin, il y a quelque chose où il y a cette phrase, on veut absolument éviter cette récidive et de revivre et de repasser par les mêmes étapes, alors que en soi, comme dans toute expérience de vie, il y a toujours du même et du différent. Il y a du même parce qu'on retrouve des choses, et puis il y a du différent parce que c'est plus la même temporalité, on n'est plus forcément la même personne qu'au tout début. Il y a des choses qui ont changé aussi, et donc on ne vit pas forcément la même expérience que la première fois dans ces contextes de récidive. Et pour ce qui est de la fin de vie, ce qui est difficile, c'est ce que j'ai noté notamment, c'est toute la question et c'est là encore en effet, j'insiste vraiment sur le côté paradoxal de ces temps de vie, c'est qu'on est dans une projection de la vie sans l'autre, alors que l'autre est encore là. Ça nous amène à des questionnements, à se projeter, mais comment je vais faire sans la personne que j'aime, alors que cette personne que j'aime, elle est encore en vie. Donc ça amène, et ce n'est pas qu'au niveau en plus psychologique que ça se passe aussi à des niveaux sociaux, parce qu'il faut entamer certaines démarches administratives, il faut, à bien des niveaux, on nous demande aussi de nous projeter sur la suite, les médecins des fois se projettent sur la suite aussi, mais il y a un mouvement aussi social et sociétal à se projeter aussi sur la suite, et puis c'est aussi parfois un mouvement aussi défensif, on a envie de se protéger et d'anticiper la suite pour être un minimum préparé, parce qu'on sait que ça va tellement être difficile qu'on a aussi besoin un petit peu de se préparer à ça. Donc, il y a ce qu'on appelle des phases de deuil anticipé, de pré-deuil, c'est-à-dire qu'on va un petit peu, entre guillemets, se préparer au deuil et se préparer à la perte de l'être qu'on aime. Et du coup, ce qui est difficile, c'est que pendant qu'on est dans ce travail de pré-deuil, la personne qu'on aime, elle est toujours là. Et parfois, elle est toujours... Alors, ça dépend des situations. Parfois, elle est déprimée parce que la fin de vie est difficile à vivre pour le patient, pour le proche, en tout cas, qu'on aime. Et parfois, au contraire, elle est encore beaucoup dans la vie. Alors, c'est difficile de trouver un juste milieu. Soit, parfois, on est pris dans des angoisses un peu mortifères, un peu morbides, des idées sur la mort, sur la suite, sur l'après. Là où notre proche, il est parfois encore beaucoup dans la vie. Et du coup, c'est difficile parfois de se positionner et de dire quel bon positionnement adopter. C'est souvent une question qui revient. C'est pour ça que j'en parle comme ça, parce que et à la fois, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon positionnement à trouver. Il y a celui en soi qui nous paraît le plus juste à un moment T ou le plus important, ou celui qui a le plus de sens. Parce que dans ces expériences où il n'y a pas beaucoup de sens, la perte d'un être qu'on aime, rationnellement, émotionnellement, ça n'a pas beaucoup de sens. On ne va pas se mentir, perdre la personne qu'on aime le plus, non, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'est essayer de comment on trouve un petit peu de sens dans tout ça et qu'évidemment, c'est une période ô combien paradoxale, avec des émotions assez ambivalentes que ça fait vivre, parfois de la colère, parfois de la tristesse, parfois on passe par différentes phases et c'est assez éprouvant, encore plus peut-être que le reste. C'est pour ça qu'on a une sensibilité accrue, c'est parce que c'est parfois une temporalité encore plus éprouvante.
Et peut-être... Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, en tout cas, pour nous éclairer un petit peu. C'est vrai que ça pourrait ouvrir à plein d'autres champs, mais vraiment merci d'avoir abordé ces moments et ces vécus. Et pour compléter, peut-être juste dire que dans cette période du parcours de soins du patient, il y a les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont là aussi, alors pour soutenir les proches, pour accompagner le patient dans cette prise en charge globale, où bien sûr les proches ont toute leur place, les aidants ont toute leur place. Ils sont là aussi pour vous. Et peut-être juste pour préciser, Mathieu, il a des actions aussi de psychologue en dehors du parcours aidant et aussi dans l'équipe de soins palliatifs. Et c'est vrai que souvent, en tant que psychologue, vous êtes sollicité dans ces moments-là. Côté parcours aidant, voilà, les demandes, elles se font principalement pendant la phase de traitement et la phase de surveillance. On peut voir les aidants, les premières demandes peuvent arriver n'importe quand, dans n'importe quelle étape de la maladie. Mais là, on va dire que les aidants, ils nous sollicitent davantage dès lors que le traitement est déjà un peu en place et puis pendant la surveillance. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont sensibilisés à cette question-là et qui, dès l'annonce du diagnostic, peuvent rapidement prendre contact avec nous juste pour savoir qui on est et comment ils peuvent être aidés si à un moment donné, ils ont besoin. Et vu que leur fil et que l'idée, c'est quand même de pouvoir répondre à vos questions, peut-être rapidement vous dire que ce parcours aidant, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des actions de soutien et de prévention aux aidants tout au long du parcours de soins du patient. Et que pour ça, alors on est une équipe qui est un peu en mouvement, mais de manière générale, on avait construit ce parcours avec des psychologues, des infirmières, quand je dis c'était en partiel, mais en tout cas, on était plusieurs infirmières, psychologues et médecins. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir, dans un premier temps, identifier ces aidants, parce que comme on sait, pour l'instant, à l'hôpital, c'est pas facile de vous identifier directement. On peut identifier la personne de confiance, la personne à contacter, mais l'aidant en tant que tel, qui n'est pas forcément ces autres personnes, on l'a pas forcément identifié. Donc ça, voilà, on essaye dans le parcours de mettre en place des actions pour faciliter cette identification. Et après, on a mis en place une ligne téléphonique qui s'appelle l'accueil aidant. Donc, on est 2 infirmières à répondre du lundi au vendredi. Et à toutes les questions, c'est une ligne qui est vraiment dédiée aux aidants. Donc, quel que soit, parce qu'on sait qu'en tant qu'aidant, des fois, c'est difficile d'aller, on n'ose pas déranger un professionnel de santé, on ne se sent pas légitime à poser certaines questions aux professionnels qui prennent en charge le patient. On sait que les gens, sont débordés à l'hôpital, donc on ne peut pas en rajouter. Donc, c'est vraiment une ligne qui peuvent contacter, quelles que soient leurs questions, soit on peut y répondre et voilà, soit on les oriente. Et puis, c'est aussi une ligne d'écoute, d'information et d'orientation. On a aussi mis en place, une fois le premier contact, quand il y a besoin dans certaines situations, dans la majorité des situations quand même, on met un temps de consultation, effectivement, une consultation d'évaluation des besoins pour aller essayer d'évaluer l'impact de la maladie du patient sur la santé globale du proche aidant, à savoir, comme on a dit tout à l'heure, sa santé physique, sa santé psychique, ses besoins sociaux et ses besoins d'information. Donc là, c'est une consultation qui se faisait jusqu'à présent en 2 temps, un premier binôme infirmière et psychologue, et où on allait évaluer un petit peu la santé psychique, les besoins sociaux, les besoins d'information, et aussi c'est un temps où l'aidant peut déposer des choses, peut parler de ce qu'il vit. Et puis ensuite, le psychologue part de la consultation et c'était un médecin qui prenait le relais avec l'infirmière pour là être plus centré sur la santé physique et puis aussi aider l'aidant à voir comment continuer à prendre soin de sa santé tout au long du parcours de soins du patient, en parlant un peu promotion de la santé, mode de vie, qu'est-ce qui peut aider à prendre soin de soi dans son alimentation, dans l'activité physique, etc. Actuellement, on n'a plus de médecin, donc on est en cours de recrutement. Donc, avec Mathieu, notamment, cette consultation qui était en 2 temps, on l'a fait qu'en 1 temps, mais on essaye d'évaluer un peu tous ces aspects-là pour ensuite pouvoir orienter en fonction des besoins identifiés et de ce que souhaitent, les besoins sur lesquels l'aidant souhaite être accompagné. Soit on peut lui proposer des choses en interne, soit des choses plutôt près de chez lui. Et on a mis en place des groupes de parole. Et puis peut-être laisser la place aux questions. Peut-être c'est plutôt l'idée.
Voilà, vous aurez de toute manière, c'est en replay. On a mis à la fin du diaporama aussi. Alors, je m'excuse pour la qualité parce qu'en PDF, il y a eu des soucis. Et du coup, il y a des logos qui apparaissent en noir. C'est pas très beau. Et j'ai vu qu'il y avait eu aussi des fautes de frappe. Mais en tout cas, il y a des liens vers des sites internet que nous, on transmet aux aidants après les consultations ou durant le parcours. C'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, vous pouvez retrouver voilà, de l'information fiable, des associations, tout ce qui est projets nationaux aussi, etc., autour de la question de l'aidant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir formulé les interrogations, les parcours, etc., sans tabou. Et on voit que c'est pas, voilà, il y a des montagnes russes et parfois la temporalité peut être différente. Alors, du coup, on a des questions de gens qui souhaitent savoir si sur d'autres régions ce pilote est également dupliqué. Et même à Lyon, si le patient est pris en charge dans une autre institution, est-ce que ils peuvent bénéficier de cet accompagnement en tant qu'aidant au sein du CLB? Alors, pour répondre à la deuxième question, effectivement, ce dispositif, pour l'instant, il est dédié aux aidants de patients pris en charge au Centre Léon Bérard. Alors, quand on dit pris en charge, c'est qu'il y a, on va dire qu'il y a un dossier au Centre Léon Bérard. Il peut être pris en charge uniquement pour la radiothérapie ou uniquement lors d'une annonce de diagnostic, en tout cas dès lors qu'il y a un lien. C'est aussi parce que ce qu'on va proposer, notamment des choses en interne, voilà, il faut que le patient soit suivi au CLB ou voilà, des fois faire le lien avec d'autres équipes parce que nous, on les connaît en interne et qu'on ne connaît pas forcément en externe. Pour autant, on refuse personne et tout aidant on a quand même des aidants qui nous appellent, dont le proche est suivi dans d'autres structures et à qui on va prendre ce temps d'un premier contact, de pouvoir comprendre leur situation et après les orienter vers les associations, vers la Ligue contre le cancer notamment, parce qu'il y en a dans tous les départements, leur dire vers quels professionnels au sein des institutions ils peuvent aller demander de l'aide ou du soutien. Donc, voilà, c'est centré quand même sur les aidants du CLB, mais bien sûr que tout aidant qui nous contacterait, on apporterait au moins une information, etc. Donc, voilà. Et pour l'autre, alors c'était pilote, alors de cette manière-là, un parcours structuré avec un temps d'évaluation, d'accompagnement, de suivi, de réévaluation des besoins tout au long du parcours. Ça, c'est pilote en France et l'idée, c'est de le développer dans d'autres structures, notamment dans d'autres centres de lutte contre le cancer. C'est en cours. On a essayé de mettre en place des choses pour pouvoir que ça puisse se mettre en place dans d'autres structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça n'existe pas en tant que tel, l'idée, c'est pas forcément de reproduire complètement ça, mais de pouvoir, en tout cas dans des établissements, mettre en place des actions qui répondraient aux besoins qu'on a identifiés, notamment de soutien psychologique, d'aide, d'information, de pouvoir donner de l'information, etc. Et il y a beaucoup de structures qui, depuis très longtemps, même le Centre Léon Bérard, bien avant qu'on mette ce parcours en place, les psychologues apportaient déjà de l'aide aux aidants, les assistantes sociales ont toujours été présentes aussi pour accompagner les aidants. Et dans d'autres structures, il y a des groupes de parole, il y a des cafés des aidants, il y a l'espace rencontre information aussi dans les centres de lutte contre le cancer. Donc voilà, s'il n'y a pas de parcours dédié, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de l'espace rencontre information. Et après, il y a tous les oncologues, les assistantes médicales qui peuvent aussi être en soutien. L'idée, voilà, c'est en tout cas que cette question des aidants en cancérologie, elle soit reconnue, que les besoins ils soient identifiés, qu'on puisse dans chaque structure, en fonction du fonctionnement des structures, mettre en place des dispositifs qui puissent répondre totalement, partiellement, faire le lien avec le territoire, parce que vraiment, il y a beaucoup de ressources sur les territoires, notamment nous, on a la chance à Lyon et sur la région. Et donc, l'idée, c'est pas de garder ça au Centre Léon Bérard, mais vraiment de pouvoir orienter les aidants sur le territoire aussi, près de chez eux, etc. Oui, merci beaucoup, parce qu'on sent ce besoin en fait d'information qui est clé et ce maillage, comme vous l'avez dit, on n'a pas prévu de tomber malade, mais du coup, on n'a pas prévu de devenir aidant non plus. Donc, en fait, au départ, souvent, on ne connaît pas des solutions qui peuvent exister localement ou nationalement. Je pense aussi au séjour de répit. Dans certaines situations, c'est vraiment des choses qui font un bien fou à tout le monde.
Donc, typiquement, sur mon réseau cancer proche, on reprend et on va vérifier qu'on a bien tous les liens que vous avez mis, donc de façon à repérer à la fois ce qui peut être utile pour la personne malade, parce que les aidants, les proches aidants, souvent, ils cherchent des choses pour la personne malade. Bien fichu, des infos sur alors c'est quoi les conseils alimentaires pour cette situation, des trucs comme ça. Donc, on a besoin de les aider là-dessus, mais aussi de retrouver des documents qui sont spécifiques pour eux dans leur posture. Et du coup, il y avait une question pour savoir si, par exemple, vous recommandiez une brochure particulièrement bien faite pour les aidants. Je sais qu'on relaie là une brochure sur le guide pour les post-aidants. Donc, la personne est guérie, la personne est décédée, etc., qui permet en fait de réfléchir à tout son vécu et comment on s'est peut-être senti transformé par l'expérience aussi et ses nouveaux besoins et se retrouver. Voilà, donc on essaye aussi de repérer et toujours, entre guillemets, avec des références et en appui avec les équipes spécialisées ou les associations spécialisées, de relayer ce genre de documents. Est-ce que vous avez voilà, une brochure coup de cœur pour les proches dans le cancer ou est-ce qu'il faut qu'on la fasse? Alors non, il y en a qui sont faites, notamment il y a l'Institut national du cancer qu'on a édité une. Alors pour l'instant, c'est sur leur site internet qu'on peut la retrouver. Normalement, dans les liens, voilà, vous pouvez y avoir accès. Alors, d'accord, on va la mettre en visibilité. Dessus, mais l'INCA, il y a la Fondation ARC aussi qui a fait des brochures. Il y a la Ligue contre le cancer et qui ont remis aussi à jour leur site et voilà, il ne faut pas hésiter à aller le consulter parce qu'ils donnent plein d'informations de ce qui est possible, des besoins, etc. C'est ce qu'on a mis nous, quand on nous donne la liste des sites internet, on a une partie un peu proche aidant et cancer où là c'est vraiment les sites qui sont dédiés à cette situation-là. Il y a la plateforme Cancer Contribution aussi. Il y a votre réseau, bien sûr, voilà, qui donne aussi plein d'infos via ces webinaires, via tout ce que vous mettez sur votre site, qui permettent d'avoir de l'information sur la spécificité en cancérologie. Et puis après, il y a d'autres sites où c'est de manière plus générale, où on retrouve des associations comme l'Association française des aidants. Nous, sur Lyon, on a la Métropole aidante, qui est une association qui va référencer tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement des aidants sur la métropole de Lyon. Et ça existe aussi sur d'autres territoires et même au niveau national, on a le dispositif Ma Boussole aidante que vous pouvez contacter et qui peut ensuite vous réorienter sur votre territoire sur ce qui existe. Enfin bon, et tout ça, c'est dans la liste de sites internet. Il y a les plateformes d'accompagnement des aidants. Il y a pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'info, il faut savoir où la trouver en tout cas. On a eu quelques questions sur les droits, sur le travail, etc. On avait fait juste début décembre une webconférence justement dédiée aux proches aidants, aux droits, tout ce qui est travail avec Juris Santé. Alors Laure, j'ai pas le lien là, si on peut le mettre, ça serait super. Pareil, il est dans le diaporama, le lien Juris Santé aussi. Voilà. Et on a une question de Corinne qui, elle, dit qu'elle vit une situation inverse et en même temps pas inverse parce qu'elle est elle-même atteinte d'un cancer, mais elle est aidante depuis plus de 20 ans d'un fils qui est autiste. Et donc, en fait, elle se dit, moi, je suis dans un no man's land. Donc là, on sort un peu de l'aidant en cancérologie. Mais il y a une structure auquel je pense d'emblée comme ça. Il y a l'UNAFAM qui existe, qui est l'Union nationale des aidants patients atteints de maladies psychiques. Et du coup, l'autisme, en pouvant en faire partie, c'est une association qui est nationale, mais qui a des antennes dans différents départements et qui propose notamment des groupes de parole aussi pour les aidants. Alors évidemment, là, on est dans un contexte assez précis, mais en tout cas, je sais que l'UNAFAM, ils ont des antennes par département, donc ça pourrait être une solution de les contacter dans le département, outre des psychologues en libéral ou en institution, mais pour vraiment sur cette plutôt question d'être aidant, l'UNAFAM, ça s'écrit UNAFAM. Oui, je mets le lien dans le... Et c'est une association qui est plutôt chouette. Et avec, c'est une très bonne ressource. Ouais. Et je rebondis sur ce point parce que donc là, la personne effectivement a un enfant
avec une maladie et elle-même malade. Mais en fait, nous, sur nos réseaux, on a été frappés d'ailleurs avec l'équipe quand on a lancé cette nouvelle version, puisqu'en fait, on peut s'inscrire et dire si on est plusieurs choses à la fois. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui sont donc patientes, qui s'inscrivent sur nos réseaux en tant que patients, voire qui sont sur nos réseaux avec des maladies avancées métastatiques. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'occasion quand même de le redire, on a beaucoup de personnes qui vivent longtemps et, entre guillemets, assez bien avec ces traitements ou voire en pause thérapeutique, mais enfin, qui sont quand même toujours avec des traitements, des surveillances et une situation voilà, préoccupante, et qui sont en même temps aidant d'un conjoint. Très souvent, ça peut être aussi un parent âgé malade. Donc, et donc, c'est vrai que ça rend les choses extrêmement lourdes quand on voit tout ce qu'on a à faire en tant que patient et tout ce qu'on a à faire en tant qu'aidant, quand on est les deux en même temps, que se rajoutent à ça les questions administratives, les papiers, les problèmes financiers, les problèmes éventuellement de travail, si on est en âge de travailler, c'est horriblement complexe. Et du coup, on se posait la question, est-ce que vous, déjà, dans votre accompagnement à Léon Béra, vous avez repéré cette situation comme étant particulièrement, entre guillemets, à risque? J'ai bien aimé votre slide du début qui était de dire, c'est pas une cartographie, mais un petit peu le profil avec peut-être des besoins d'accompagnement plus prioritaires, ou en tout cas un questionnement des équipes de soins pour pas passer à côté, éviter que les gens soient vraiment en difficulté, donc repérer les risques, on va dire. Est-ce que vous repérez cette situation d'être, entre guillemets, double casquette comme étant voilà, quelque chose que les oncologues, les infirmières sont au courant et à la limite préviennent que vous existez pour peut-être aider la personne qui fait les deux? Alors, ce n'est pas la majorité, en tout cas, des aidants qu'on accompagne, mais bien sûr, ça existe parce que, effectivement, être patient, ça n'épargne pas le fait de pouvoir malheureusement aussi être aidant. Et comme vous dites, ça rajoute de la complexité, de la charge. Nous, ce qu'on essaye dans ces cas-là, c'est de réorienter. Enfin, peut-être l'idée, c'est de dire, pour les aidants, quelle que soit la pathologie, les personnes ressources, ça va être les médecins traitants, ça va être les assistantes sociales, les psychologues, les équipes de soins qui prennent en charge le patient. Donc, se rapprocher. Enfin, j'imagine que quand on accompagne un enfant autiste, on a peut-être des médecins référents ou des équipes référentes qui peuvent aussi accompagner l'aidant sur ses besoins spécifiques, même si malheureusement, il manque encore aussi beaucoup de choses. J'imagine que quand on est patient et aidant, on a d'autant plus besoin de répit pour pouvoir s'occuper de soi. Donc, et c'est là aussi où des fois, c'est compliqué en fonction des pathologies, en fonction des situations, de trouver des structures adaptées ou du répit à domicile, comment on le finance, etc. Donc, vraiment, se rapprocher là, on l'a mis à la fin du diaporama, on n'en a pas reparlé là, mais bien sûr, l'hôpital peut être une aide, mais sur le territoire, pas hésiter à aller se renseigner auprès de sa mairie, auprès des centres communaux d'action sociale, des CCAS, d'aller se renseigner, voir ce qui existe pour les aidants dans certaines situations, aller vers les services sociaux, en fait, pour parler de sa situation et voir comment on peut être aidé. On a eu des retours, on sera attentif. Je sais qu'on a eu plusieurs expériences de personnes qui sont parties ou qui ont bénéficié, entre guillemets, de ces jours de répit, que ce soit des patients, que ce soit des aidants. Ça fait souvent donc beaucoup de bien. On en parle régulièrement sur nos réseaux. C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir où sont les propositions. Donc, je pense qu'on va voir aussi avec l'équipe pour peut-être aider à repérer plus facilement ces choses-là, ces petits moments de pause qui sont nécessaires. Et puis, c'est l'occasion de souligner qu'avec Patients en réseau sur Mon Réseau Cancer, on a un programme, enfin un partenariat avec Kipling. On fait régulièrement des petits challenges de marche pour aider à se remettre en mouvement pour les patients, mais en fait, ça aide aussi les aidants qui parfois n'ont plus le temps de garder leur routine d'activité sportive en plus de tout ce qu'ils font. Et entre les challenges, en fait, ça permet d'accéder à trois séances d'activité physique en ligne. Et l'intérêt pour les aidants, c'est que justement, quand on n'a pas trop le temps, on peut le faire malgré tout d'un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas si ça peut vous aider, vous intéresser. L'activité physique, c'est quand même bon pour tout le monde et dans toutes les situations. On se sent mieux, on est mieux dans son corps. C'est bon pour la santé, quel que soit, en tout. Mais voilà, ça participe aussi à se sentir mieux.
à prendre l'air, même quand il neige ou qu'il pleut. Et ça fait du bien aussi de respirer. Et je voudrais juste, pour finir à peu près dans les temps, vous remercier et citer une amie de l'association Étincelle, qui est psychologue, et qui dit, voilà, pour les aidants, il faut respirer, faire des pauses pour ne pas s'essouffler, pour pouvoir rester vraiment à côté de la personne qu'on accompagne. Je trouve que c'est vraiment une jolie image qui fait un peu écho à l'avion du début. Mais voilà. Donc, merci beaucoup pour cette interaction. On aura donc d'autres webconférences à venir. On n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais beaucoup. Pour ceux et celles qui reprennent le boulot, bonne réunion cet après-midi. Et sinon, bon après-midi, bon café. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Oriane, si tu veux donner d'autres rendez-vous. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Mme Bouffet et M. Malati. Ensuite, je conclurai, mais si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, on vous remercie et c'est vrai que c'est chouette qu'on sent quand même qu'en tout cas cette question des aidants en cancérologie, voilà, elle commence à vraiment ressortir, être présente. Les professionnels sont de plus en plus sensibilisés, il faut continuer et merci à votre réseau de permettre ça aussi, de continuer cette sensibilisation et voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a l'Institut national du cancer qui s'empare de la question et voilà, qui va aussi aider à faire bouger certainement encore plus les choses. Donc, merci à tous. Merci beaucoup et merci pour vos encouragements. C'est l'occasion de dire que sur Mon Réseau Cancer Proche, il y a de plus en plus de monde. On a une petite équipe d'accueil qui accueille chaque aidant qui arrive. On veut structurer des petites rencontres en ligne mensuelles. On veut vraiment créer une équipe. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre cette petite équipe et continuer à réfléchir, c'est le début de l'année. On est plein de bonne volonté, mais il y a encore beaucoup de choses à créer. Mais on serait ravis de les créer ensemble avec des personnes qui auraient un peu de temps et surtout l'envie de travailler avec nous pour mieux accompagner les aidants. Merci. Merci beaucoup à l'équipe de pilotes du Centre Léon Bérard pour votre disponibilité. Merci à tous ceux qui sont connectés. Et donc, prendre soin des autres, c'est bien, mais il faut aussi prendre soin de soi. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.